Alors, dans le cadre donc du quatrième point, l'évolution du système monétaire international, donc on s'est arrêté à ce niveau. Alors, au niveau de ce point, on aimerait bien voir deux étapes, je rappelle. Donc, on va voir l'étape du système de l'étalon or et celle de l'étalon change or. Donc, au niveau de cette première étape, nous avons dit que l'or est un moyen d'échange, une unité de compte et une réserve de valeur. D'ailleurs, ce sont les fonctions de la monnaie. Ce système va apparaître suite à la crise du système bancaire international de 1857. Donc, c'est dû à l'effondrement de ce système. Et ce système international, il va s'installer avec l'essor essentiellement du commerce international à cette époque, donc depuis le 19e siècle, surtout avec la révolution industrielle de cette époque. Donc à la fin du 19e siècle, la Grande-Bretagne était en pleine révolution industrielle. Elle est devenue la première puissance économique, commerciale et financière au monde. Et donc, avec les relations avec l'extérieur, et tout comme la Grande-Bretagne, les grands pays industrialisés vont adopter la même référence, le même système qui est l'étalon or, entre 1875 et 1880. Donc on trouve que la Grande-Bretagne va l'adopter en 1844, la France en 1875, l'Allemagne en 1871 et les États-Unis en 1879. Donc, ce système a connu son apogée entre la période 1870 et 1914. Et donc ici, c'est une situation qui est vécue. Le système de l'étalon or est un ordre monétaire qui est spontané. Ce n'est pas un accord international qui est conclu. Donc, le niveau élevé de croissance qui a été réalisé au niveau de la Grande-Bretagne, elle a exigé donc un moyen de paiement international afin d'assurer les transactions. Elle a exigé un étalon de référence pour mesurer les différentes monnaies. Vu la place de l'or, elle a donc constitué cette base de référence grâce à sa stabilité et grâce à sa simple circulation entre les nations. Donc, c'est la première caractéristique donc du système, c'est que l'or est une référence qui est stable et qui est simple à circuler. C'est un système aussi de change fixe dans lequel les parités de deux monnaies différentes sont fixées par rapport à l'or. Donc, chaque monnaie est définie par son poids d'or. C'est une deuxième caractéristique qu'on peut soulever ici. Et donc, les taux de change sont stables entre les pays participants. Donc, ils sont déterminés par le rapport des valeurs de chacune de ces monnaies en or. Donc, tout se réfère en or et la valeur se détermine par rapport à l'or. Donc ici, on peut dire que la stabilité des taux de change est aussi une autre caractéristique de ce système. Donc ainsi, ce régime, il fait de l'or, on peut récapituler, il fait de l'or la monnaie internationale. Les banques centrales détiennent exclusivement donc des réserves en or. La puissance de la Grande-Bretagne a fait de la livre sterling une monnaie de la même valeur que l'or, puisque c'est la première puissance internationale, et donc sa monnaie nationale c'est la livre sterling, et donc elle va acquérir la même valeur que l'or. Puis donc on parlait donc d'un système d'étalons sterling. Donc tout le système il est devenu un système d'étalons sterling. Alors en raison de ces caractéristiques, le système de l'étalon or, il possède deux avantages. Premier avantage, c'est qu'il limite la création monétaire en raison du principe de convertibilité. Donc, puisqu'il y a la possibilité de convertir l'or en monnaie et les autres monnaies en or, donc ici, on peut dire que le régime il est non inflationniste. Donc, il ne contribue pas à l'augmentation générale des prix. Deuxième avantage, c'est qu'il est doté de mécanismes automatiques de retour à l'équilibre des balances des paiements. C'est ce qu'on va détailler un peu par la suite. Donc, comment il fonctionne? C'est le mécanisme de fonctionnement donc du régime de l'étalon or qu'on va traiter dans ce point. Donc, l'étalon or permet
nous avons dit la régulation automatique des taux de change, et il permet l'équilibrage automatique et simultané des balances de paiement. Alors, les deux points, on va les voir en détail. Comment il participe à la régulation automatique des taux de change? C'est ce qu'on appelle aussi le mécanisme des points d'or. Alors, si un déficit commercial apparaît entre un pays A et un pays B, la monnaie donc du pays A va se déprécier. Alors là, il va y avoir une dépréciation. Donc, le paiement dépréciation, à titre de rappel, donc, la monnaie ici, elle va baisser sa valeur, ou bien la devise, elle va baisser sa valeur par rapport à une autre. Donc, ici, la dépréciation, on va voir ses conséquences par la suite. Donc, le paiement des entreprises du pays A, avec la monnaie maintenant du pays B, devient plus coûteux parce que la monnaie du pays A, elle est dépréciée par rapport à la monnaie du pays B. Donc, la dépréciation de la monnaie du pays A, ici, la caractéristique du système, c'est qu'il est limité par un plancher qu'il ne le dépasse. C'est-à-dire, la marge ici, elle est estimée à plus ou moins 0,2%. Donc, ou bien c'est plus 0,2 à ne pas dépasser, ou bien c'est à moins 0,2 à ne pas dépasser. Et donc, il reste c'est un plancher qui limite la dépréciation. Donc, une fois arrivé à ce stade, donc il y a la possibilité de conversion en or ou de paiement en or. Donc, pour ne pas subir une perte de change, les débiteurs donc du pays A ont intérêt à payer directement en or. Donc, si on a la situation inverse, c'est-à-dire le pays A elle est excédentaire, ici on déclenche un phénomène d'ajustement symétrique. Au niveau commercial, donc, si un pays est déficitaire, ça veut dire que ses importations sont supérieures à ses exportations. Ceci va induire à la diminution de l'or, donc diminution de la masse monétaire. Il y a un autre effet qu'on va voir d'ailleurs à travers un petit schéma. Donc, selon la théorie quantitative de la monnaie, MV est égal à PT. Donc, il y aura une diminution du niveau des prix qui augmente les exportations et qui va rétablir l'équilibre. Donc, j'imagine que vous avez déjà étudié la monnaie ou bien la théorie quantitative de la monnaie d'Irving-Fisher sur MV est égal à PT. Donc, inversement, si un pays est excédentaire, il connaît une entrée d'or qui va renchérir les prix et donc les prix vont augmenter, ce qui va pénaliser les exportations. Donc, ce mécanisme, il est décrit par les classiques, essentiellement Ricardo et Say. Il va permettre, par le libre jeu du marché, d'équilibrer les balances de paiement. Donc, c'est la vision ici des libéraux. Donc, il suppose une libre circulation des biens et des moyens de paiement comme condition indispensable, mais qui a été peu respectée au XIXe siècle, avec le protectionnisme qui était la règle, notamment durant les périodes de crise. Et donc, le jeu libéral, ou bien la vision libérale ici, n'était pas respectée. Deuxième point, c'est l'équilibrage, ou bien deuxième avantage, c'est l'équilibrage automatique et simultané des balances des paiements. Ce mécanisme d'ajustement est développé par David Young au XVIIIe siècle et par David Ricardo au début du XIXe siècle. En quoi il consiste? Selon Ruffet, donc le rééquilibrage automatique, il est assuré par deux autres éléments, c'est-à-dire en plus des points d'or sur l'action sur le change. Maintenant, deux autres éléments vont contribuer à l'équilibrage automatique et aussi simultané des différentes balances des paiements au niveau des transactions internationales. Donc, la théorie quantitative de la monnaie, on revient donc toujours à cette théorie, pour laquelle, je répète, la variation de la masse monétaire se traduit par la variation des prix. Donc, s'il y a augmentation de la masse monétaire, donc ça va avoir une augmentation des prix, mais la considération ici théorique, c'est que V et T sont stables.
alors la variation de la masse monétaire en hausse va introduire une augmentation des prix. Et la baisse de la masse monétaire va introduire la baisse des prix. Donc, la contrainte aussi de convertibilité ou la discipline de l'or. Ici, la circulation de la monnaie, elle est totalement couverte par un stock d'or. Donc, ce jeu aussi, bien ce mécanisme, il génère le rééquilibrage. Donc, le schéma suivant va essayer d'expliquer ce mécanisme. Donc, voilà, nous sommes devant deux pays, par exemple. Un pays A et un pays B. Il y a plusieurs pays A, plusieurs pays B. Donc, le pays A, il est déficitaire. Et le pays B, il est excédentaire. Donc, il est déficitaire, ça veut dire que ses exportations excèdent, plutôt, elles sont inférieures à ses importations. Donc, nous avons dit ici, lorsqu'il y a un déficit, on arrive à une dépréciation donc monétaire. Donc, la monnaie ici du pays A, elle perd sa valeur par rapport à la monnaie du pays B. Donc, ceci va y avoir un impact sur les sorties d'or, parce que, nous avons dit, les importations excèdent les exportations. Donc, ce qui dit une sortie d'or, dit réduction de la masse monétaire. Et donc, la réduction de la masse monétaire va générer la baisse des prix. Et donc, cette baisse des prix, elle va permettre le rétablissement de la compétitivité. Donc, elle devient compétitive. Donc, elle va voir ses exportations excèdent ses importations jusqu'à arriver à un rééquilibrage donc de la balance des paiements. Mais par quel moyen? Ici, la dépréciation, nous avons parlé du technique au niveau du champ sur les points d'or. Au niveau de la réduction de la masse monétaire par rapport à la sortie d'or, nous avons dit qu'il y a une contrainte métallique ou bien contrainte de convertibilité. Donc, elle peut payer en or à la place de sa monnaie pour qu'elle ne soit pas dépréciée. Et la réduction de la masse monétaire qui entraîne la baisse des prix, elle est due à la théorie quantitative de la monnaie. Donc, comme on vient de l'expliquer. Mais inversement pour le PIB, donc vu son excédent, donc sa monnaie se voit appréciée, ça va générer une entrée d'or importante et donc un accroissement de la masse monétaire au niveau c'est-à-dire de son économie, ce qui va y avoir un impact sur la hausse des prix, toujours par le même effet. La hausse des prix, ici, c'est toujours la méthode ou bien la théorie quantitative de la monnaie qui va pénétrer une détérioration de la compétitivité. Et donc, on va voir que cette hausse des prix, elle va y avoir un impact sur le niveau des exportations qui va baisser continuellement jusqu'à arriver à l'équilibre ou bien au rééquilibrage de la balance. Et donc, c'est un mécanisme qu'on peut générer sur l'ensemble des relations entre les différents pays à l'échelle internationale. D'où la stabilisation donc automatique, un mécanisme automatique. Il y a donc des jeux, des théories qui permettent donc cette relation ou bien ce processus jusqu'à un rééquilibrage de la balance. Bref, dans le mécanisme automatique, tout excédent ou bien déficit se résorbe de lui-même. C'est ce qu'on peut tirer comme conclusion. Et le système de l'étalon or, il instaure des mécanismes automatiques qui empêchent les déséquilibres durables de s'installer. Or, pratiquement, au cours du 19e siècle, ces règles du jeu n'étaient pas respectées. Donc, les banques centrales qui accumulent de l'or, elles sont beaucoup moins donc incitées à intervenir par l'achat des actifs. Mais généralement, seuls les pays déficitaires supportent le fardeau de rééquilibrage, en adoptant parfois carrément des politiques monétaires restrictives pour lutter contre l'inflation. Donc, on peut dire que l'ajustement automatique s'avère loin de la réalité. Alors, c'est ce qui va bien sûr encourager l'abandon du régime de l'étalon or qu'on va expliquer dans la séquence vidéo séance 3.3. Je vous remercie pour votre attention.